Ateyaba. Joke. Est-ce que c'est Joke ou Ateyaba? Moi je pense que ça va être dur d'en prendre qu'un seul et de pas faire des allers-retours entre les deux. Est-ce que c'est la même personne déjà en vrai? Oui. C'est le même gars, hein. En vrai, oui. C'est le mec de Montpellier. Et puis il a juste voulu forcer. On fait quoi aujourd'hui? On fait quoi? On fait un top son? Ouais, top son, hein. Pourquoi on fait un top son? Mais je sais pas, en plus c'était assez instinctif, quoi. Ouais, on a même pas réfléchi à faire autre chose. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est dur de parler de lui comme ça en se concentrant soit sur un album ou je sais pas, un projet qu'il aurait pu faire. Je pense que c'est assez compliqué à faire. Ouais. Il a pas du tout une carrière comme d'autres personnes où l'album est l'objet définitif qui nous offre quoi. En vrai, le seul vrai album qu'on peut vraiment considérer comme un album, c'est Ateyaba, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Et surtout que, tu vois, en vrai, il a une carrière qui est vraiment un peu décousue. Il y a eu des pauses, et puis même entre chaque album, je trouve qu'il y a pas vraiment de continuité. Il a essayé de faire des choses différentes à chaque fois, et du coup, c'est un peu, ça a beaucoup moins de sens de faire un top album, quoi. Genre, c'est pas, il a pas continué dans la même lane en mode, il essaie de faire un album un peu dans le même délire où il s'améliore, il faut. Et puis même, il y a aussi beaucoup de sons qui sont sortis hors album, et ce qui fait que il y a des sons comme ça que nous on a reçus en tant qu'auditeurs, qu'on a adoré. Donc ça serait, si on prendrait qu'un album, il y a des sons dont on ne parlerait même pas. Ouais, totalement. Mais à la limite, tu vois, si on parlait d'album, je pense que le plus intéressant serait presque de parler de L'Avion Violet. Ah, le dernier. Enfin, c'est pas le plus intéressant pour parler de la carrière d'Ateyaba. Mais du coup, tu rates plein de choses. Et il y a un truc aussi, il y a un violet qui est presque un truc pas expérimental. En fait, c'est ce mauvais terme. Il y a un truc où il essaye de proposer quelque chose de nouveau. Je sais pas comment il a réfléchi à ça. Ouais. Mais dans tous les cas, on va parler. On pourra en reparler de façon de L'Avion Violet dans l'occasion. Ouais, c'est ça. Mais là, on part sur un top album, un espèce de top 10. Top son. Top son plutôt. Mais un top 10 bien. Ouais. Qu'on espère qui nous représente nous, en vrai. En plus, je sais pas si toi, c'est un peu pareil, mais moi, Joke, j'ai toujours écouté. J'ai plus écouté des sons plus que des albums, contrairement à plein d'autres artistes. Ouais, je suis d'accord. Mais parce qu'il a une manière de balancer sa musique qui est pas qui se concentre pas autour d'un album. Franchement, hors Ateyaba, il y a pas vraiment d'autres choses qui se concentraient dans un album, qui seraient vraiment constituées d'un album. Il y a plein de choses, enfin, ce que je disais tout à l'heure, il y a plein de choses qui sont arrivées un peu qui ont toujours popé de nulle part, et puis même des sons qu'on retrouve dans les albums, ça fait pas toujours une cohérence. La cohérence d'Ateyaba, elle est presque au fil de sa carrière, genre dans comment il voit la musique et ce qu'elle pourrait être. Il y a un truc comme ça de tout l'ensemble, c'est l'ensemble qui a du sens, pas moins petit bloc d'album par petit bloc d'album. Et même tu prends la continuité des albums, tu vois, juste écoutes les albums et t'as pas le contexte, t'as pas suivi le truc, t'as pas un peu limite grandi avec tous les épisodes qu'il y avait autour de sa carrière, notamment autour d'Ultraviolet. Je pense que t'as pas eu tout la même expérience. Mais du coup, ça me fait penser un peu genre, toi, c'est quoi, à quel moment tu commences à écouter ce mec et qu'est-ce qui te fait kiffer, quoi? Je pense que les premiers trucs que j'écoute, c'est des choses ce qu'on voit dans Kyoto, Tokyo. Je sais pas comment il arrive. Et comme ça, là, ce qui me saute aux yeux, moi, ce qui me frappe, ça tombe bien. C'est vraiment l'image qu'il apporte. Tu sais, c'est avec les clips et une espèce d'esthétique, genre très poussée, que à la fois genre son style. Genre, tu sens quelqu'un qui est ultra inspiré par les Américains, cette période-là, genre les années, début des années 2010, quoi. Tu sens, on pense à des mecs comme ASAP, ouais, clairement. Donc, mais comme tu vois, genre un truc de, c'est nous le futur, il y a pas que la musique, il y a aussi l'image. Et un des trucs qui m'a frappé, c'est les clips genre, je pense à celui de Django, il y a Château Rouge, je pense à Kyoto. Tu sais, il y a un truc comme ça, il y a très visuel dans sa musique. Et je pense que c'est ce qui a fait que tout de suite,
crois que je tombe amoureux de sa musique, tu vois, il y a t'as envie d'être cette personne-là, en fait, il dégage un truc comme ça, c'est comme d'autres rappeurs comme Booba, qui peut avoir ce truc de, Mais je pense que la comparaison avec Booba, elle a vraiment du sens pour le coup. Ouais. Il y a plein d'éléments, enfin évidemment, Joke c'est pas Booba, mais il y a plein d'éléments sur lesquels tu peux un peu rapprocher, parce que il y a aussi ce truc il y a pas eu si souvent que ça dans le rap français, mais il y a eu quand même quelques fois, un peu le Messi. Ouais, c'est celui qu'on attendait. Exactement. Qui a vraiment eu pour le coup avec Booba. Ouais. Et Joke, même si c'était pas un succès qui était non plus ultra populaire, même si c'était quand même pas mal écouté, tu vois, chez un peu un microcosme rap, il y avait ce truc, c'est le Messi, parce que aussi c'est une période où beaucoup de gens délaissaient un petit peu le rap français au profit du rap américain. Ouais, c'est ça. Bah, je pense à l'époque où Joe arrive, je pense qu'on est nombreux à plus trop être à l'affût sur les sorties rap français. Donc on consomme presque qu'uniquement du rap US. Et quand t'as ce gars-là qui arrive en France, tu te dis mais en fait il a tout compris, il a tout absorbé. Et c'est vraiment comme tu dis genre le Messi. Mais il y a à une nuance peut-être près, c'est qu'il y a une particularité d'Ateyaba, Joke. Joke d'abord, c'est qu'il arrive à faire le pont entre ce qu'on pourrait appeler à l'époque de musique alternative et la musique rap traditionnelle. Genre c'est un mec qui est à la fois capable de rapper comme tous les rappeurs et avec les instrus des rappeurs comme tout le monde quoi. Et en même temps dans les productions, dans la vision qu'il a, dans l'image, il y a un truc de presque futuriste, alternatif, où il est expérimental, où il va tenter des choses qu'on n'avait pas l'habitude dans le rap français à cette époque-là, c'est pas. Et il me semble d'ailleurs c'est un des premiers qui commence à parler d'Ateyaba quand il arrive, c'est Tequila Tex, qui est un peu ces périodes-là j'allais dire le boss, mais genre quelqu'un qui représente vraiment le rap alternatif. Et je pense qui a eu une vraie postérité pour le coup. Hein, ouais, c'est sûr. Mais c'est drôle que c'est d'abord par les mecs fans d'alternatif et les mecs qui tentent des trucs dans le rap qui ont réussi à capter ce gars-là. Mais c'était large quand même. Moi, je me rappelle, tu vois, à l'époque, moi j'étais au collège et c'était quand même plutôt de musique populaire, quoi. Genre t'as un peu de rap et tout. Tu vois, ouais, c'est normal d'écouter Joke. Ouais, c'est pas. Et puis en plus, je trouve que c'est une musique qui était très pertinente. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai reçue comme ça à l'époque. Quand tu dis pertinent, comment ça Pertinente, je vais développer. Pertinente pour un adolescent. Ah ouais. Parce qu'il y avait ce côté, il était un peu genre petit con. Il y avait des punchlines vraiment marrantes et un peu marquantes. Tu vois, en tant qu'adolescent, je pense que la réception, enfin, je dis pas qu'il faisait du rap de gamin ou quoi, tu vois, parce que ça a jamais été le cas. Ouais. Mais il y avait vraiment ça. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je l'écoute toujours autant aujourd'hui. Et ce qu'il a sorti au fur et à mesure, en fait, j'ai l'impression que limite, il a adapté les sons qui sortaient à comment moi je pouvais recevoir la musique. Parce que tu vois, quand les sons qui sortent en 2012 et 2013 du coup, Kyoto Tokyo, c'est là où t'avais le côté très un peu presque immature. Je sais pas si tu vois un peu ce côté qu'il avait avec les snapbacks machin. Ouais. Un peu. Après c'était dans l'époque aussi, tu vois. Mais ce qui sort après en 2014, 2015, c'est une musique qui est déjà un peu plus. J'ai pas envie de dire mature, mais presque. Je sais pas si moi j'ai jamais. Moi je l'ai pas. Il y a un truc plus musical. C'est là où il commence à faire un peu d'introspection et encore c'est sur quelques sons. Ce qu'il faisait pas vraiment avant, quoi. Ouais. Mais ça me pense à un autre truc et une autre particularité, je pense, de Joke, c'est que quand il arrive, il y a aussi ce truc d'être comment dire un mec qui est pas de Paris. Et je sais pas si à cette époque-là, il y avait autant de mecs hors de Paris qui étaient tant écoutés que ça en France. Tu vois, le mec, en fait, je pense c'est aussi sur la bizarrerie que ça a été à ce moment-là. C'est cette espèce de type qui arrive de Montpellier, et qui te fait un son, on dirait que le gars il a grandi dans un espèce d'espace hors sol. Mais je pense que c'est aussi lié, genre un mec qui a grandi avec la culture internet et internet et qui du coup regardait pas mal ce qui se faisait aux États-Unis. D'où aussi sa projection dans des villes comme Tokyo,
genre ça va avec le futur et je pense que c'est quelque chose qui a pas mal frappé, enfin qui moi m'a pas mal frappé à l'époque dans son arrivée. Genre il avait un truc qui ressemble à aucun autre rappeur. C'est pas un mec de cité en mode, il arrive pas en mode j'ai une street cred quoi. Tu vois, c'est vraiment le espèce de quinri français dans une espèce de proto-campagne chelou. Mais d'ailleurs, il a fixé, enfin, je dirais pas qu'il a fixé, mais il a initié des choses qui se sont retrouvées, de fou après dans le rap français. Ouais, je trouve grosse que influence. Quand tu regardes ce qu'est le rap français aujourd'hui en 2024 et que tu fais un peu la rétrospective, je trouve que tu ressens l'influence de Joke. Ouais, partout. Parce que justement sur ce que tu dis, c'est un mec qui il avait pas tant de, tu vois, de storytelling derrière lui, machin. Il a pas, c'est pas genre il a un background quoi. Il était légitime de fait en fait. Ouais, c'est ça qui est marrant. On s'est jamais posé la question de sa légitimité. Bah, pourtant venant d'un mec de Montpellier. Certains ont dû la poser, tu vois, forcément vu que. Mais je trouve qu'il a quand même été très vite validé. Il se retrouve avec des feats avec des gars comme Dossé. Bah aussi parce que c'est un bête de rappeur, tu vois. Je pense que ça a forcément joué. Et ouais. Du coup, on rentre dans le top ou dans le petit top 10. Bah, d'ailleurs, on peut peut-être parler de comment on a construit ce top. Ouais. Ce top. En gros, comment on a fait, d'abord on a fait une petite sélection de 20 sons, chacun de nos côtés, sans rien se dire, ouais. pour pas s'influencer. Et de ce top 20, on a noté, en gros, le premier il a 20 points et ainsi de suite. Et on a rassemblé en faisant la somme des deux tops. On a réussi à dégager un top 10, ouais, c'est simple. Top 10 définitif. Au début, on avait essayé un truc où on faisait en mode de tous les sons qu'on avait en commun, on les mettait dans le top. Ouais. Et après, enfin. Même ça marchait moins bien. Et ça faisait un top un peu bizarre parce que du coup, il y avait des sons qu'on mettait tous les deux, genre en 19e, qui étaient. Et qui arrivaient 4e, ouais, quoi. c'est ça. Ouais. Ça faisait un peu chelou, tu vois. Je pense que je fais à Liquor, par exemple, avec Dinos. Ouais. Qui est un son que j'adore, tu vois, mais. Tu le verrais pas dans un top 10 arriver. Ouais, c'est un peu bizarre. En vrai, ça me choque pas non plus. Mais... ouais. Moi, j'adore ce son. Et du coup, pour rentrer peut-être un peu plus dans le top, en 10e position, on rentre dans le top. Petit son pas très connu. En 10e position, on a mis Moonwalk, qui est soi-disant un son d'Ultraviolet. Est-ce que Ultraviolet existe? Ultraviolet n'existe pas. Mais en tout cas, en 2019-2020, il nous avait fait croire, il a même mis un tweet en mode oui, Ultraviolet va sortir, fermez vos gueules, baisez vos mères, c'est la vraie vie, y a pas de genre attendez que ça sorte quoi, arrêtez de me casser les couilles parce que attends, ça faisait quand même un bon bout de temps qu'il teasait cet album là qui serait un des grands albums de mais il y avait du flou à ce moment-là hein, parce que là enfin à cette époque là du coup c'est là où peut-être on dit un truc un peu ça va être compliqué niveau historicité parce que ça c'est déjà en 2020 mais à ce moment-là on a plus d'espoir pour Ultraviolet. Ouais. Moi j'ai jamais eu trop d'espoir pour Ultraviolet. Toi t'en as eu toi? Ouais. Quand il pensais que ça allait vraiment sortir. Bah en vrai il y a toujours eu ce truc de ça va jamais sortir machin mais quand il sort je me rappelle quand il sort Vision en 2017 du coup ouais. À ce moment-là tu vois t'avais encore l'espoir mais quand il sort ça mais quand il sort Moonwalk tout le monde enfin je pense enfin il est pas de 10e point enfin moi dans mon top de base je l'ai mis en 2e position je crois dans 3e position. Ah oui. Je l'ai mis très très haut et un putain de forceur. Mais parce que même quand il sort ça, il y avait un espèce d'engouement général où genre quand t'étais sur Twitter ou autre, c'est en mode ça y est, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a le retour du Messi, il est là pour sauver le rap, ça y est, on va avoir notre meilleur album de la décennie. En fait non, l'album sortira jamais. Pourquoi t'aimes autant ce son toi? C'est un son incroyable, genre la prod est folle, c'est je crois que c'est Fruki à la prod. Ouais. Avec ouais. Et c'est juste incroyable. Puis je sais pas, il y a moi je trouve dans Moonwalk un peu toutes les promesses de ce qu'on attendait d'un autre album d'Ateyaba. C'est pour ça que genre je sais pas, j'ai dû écouter ça en boucle pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois jusqu'à aujourd'hui, tu vois, on est déjà en 2024 et c'est presque toutes les semaines je me le réécoute. Je suis d'accord qu'il y a un côté un peu addictif à ce son, notamment avec le refrain, tu sais, c'est mon année à la, tu vois
Ouais. Ça revient à chaque fois. Enfin, c'est un morceau qui est bien foutu et c'est vrai que, tu vois, moi, dès que Joe il commence à vraiment rapper et tout, enfin, à chaque fois, c'est juste du pur plaisir, quoi. Ouais. Mais je pense qu'il y a aussi un truc, c'est comment dire, genre, il ramène, enfin, je sais pas s'il ramène vraiment des nouveaux flows ou quoi, mais c'est, il y a un pur plaisir, il y a vraiment tout, il y a vraiment toute la vision qu'il a du rap, genre, c'est à la fois bien rappé, à la fois faire des bons refrains, une instru qui, alors pas une instru habituelle qu'on a, enfin, c'est pas ce qu'on a l'habitude d'entendre dans le rap, tu vois. Et pur plaisir pour moi. Mais je trouve qu'il y a aussi il y a un côté vachement de démonstration dans ce son. Ouais. Parce qu'il varie beaucoup les flows et tout. Il veut juste, j'ai l'impression qu'il veut montrer, quoi. Il veut un peu prouver avec ça. Ouais. Enfin, je sais pas si c'est le but, tu vois, mais en tout cas, c'est un peu la sensation que t'as. Mais c'est un putain de plaisir, je suis d'accord. Je trouve que ça le correspond peut-être totalement au moment où ça sort et je pense qu'il y a un espèce il y a une enfin, il y a une rencontre entre les attentes du public et lui l'ambition qu'il a musicalement. Et je pense qu'il fait que ce son il a autant marché, tu vois. Il a autant marché, tu forces. Enfin, il a autant marché en tant qu'auditeur, genre en termes de réception, tu vois. Il a vraiment autant c'est plus dans ce sens-là. Ok. On disait Moonwalk un peu bas à mon goût, hein. Ouais, moi j'avoue, je l'avais pas mis. En fait, il y a trop de. Mais c'est aussi toute la difficulté d'un top son avec un mec qu'on suit autant depuis aussi longtemps. Quasiment 10 ans de carrière. C'est trop dur. Et puis en plus, je pense. À haut niveau, quoi. Toi comme moi, en vrai, on aime un peu tout ce qui a sorti, tu vois. Il y a pas vraiment de. Enfin, même, je saurais même pas dire s'il y a vraiment un son que j'aime pas de. Tu peux toujours en trouver, mais même sur ces trucs un peu expérimentaux, les, tu sais, l'extasique, machin. Ouais. Moi, j'arrive toujours à y trouver mon compte et j'arrive toujours à en sentir Ouais, des trucs que j'aime vraiment. Ouais, je suis d'accord. Et puis, tu vois, on en revient à un truc. Moi, je trouve que ce mec, il a des putains de bonnes intuitions. Et enfin, je trouve il a un vrai génie qui arrive à le faire arriver toujours à sembler avoir du bon goût. T'as toujours l'impression qu'il tombe juste. Tu sais, il est jamais goofy, il fait jamais des trucs qui, tu sais, ça sonne toujours bien actuel, voire même même gênant. Il est pas devenu cringe après. D'un coup, il nous sort un truc qu'on comprend pas. C'est pour ça que je dis, hein, il y a là, ça fonctionne, tu vois. C'est pas fonctionner dans le sens de fonctionner en mode en termes de succès streaming ou autre, mais je pense que ça a quand même pas mal marché. Mais fonctionner entre l'attente du public et la vision qu'il a de sa musique, tu vois. Ouais. Je trouve qu'il y a un vrai truc comme ça dans Moonwalk. J'avoue, je suis assez d'accord. Bon, passe au top 9. 9e. On a mis Journée. Ouais. Qui est dans Kyoto, pardon. On passe quasi 8 ans à l'an. Ça sort en 2012 dans Kyoto. Ouais, prod Ayomari. Et moi, j'adore ce son. Parce que... Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que je me suis fait la réflexion. Je crois que c'est le seul son Love de Joke. Je crois qu'il a pas un autre son où il est full... il est mielleux, tu vois, limite dans ce son. Ouais, il y a Vénus peut-être, mais même ouais, Jane Selter. Non, mais c'est pas mielleux comme dans Journée. Pas du tout, c'est pas des sons Love, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Il y a un peu des sons de Lover, machin, mais c'est pas des sons full... et il est limite... un peu corny, limite dans Journée. Mais du coup, moi je kiffe, hein, je trouve que c'est réussi. Ouais, moi j'adore ce son, mais je l'écoute... en fait, je pense que c'est un son qui s'écoute tout le temps. Tu sais, je pense que c'est la force de Journée, c'est un truc que tu peux écouter en réveil samedi matin, un peu fatigué, tu peux écouter le soir en rentrant. Enfin, il y a un truc vraiment de... Enfin, même l'instru, elle a cette espèce de truc d'espèce de... Il y a un truc de routine presque qui est assez fort et c'est un son qui... depuis qu'il est sorti, que j'écoute assez régulièrement encore. C'est un putain de son, franchement. Mais c'est vrai, mais ouais, je trouve que la prod, il y a vraiment chanson d'amour. Mec, en vrai, chanson d'amour by Joke. Après chanson d'amour, bon. Ouais, si, c'est vrai, chanson d'amour. Non, mais pour le coup, sur celle-là, c'est vraiment une chanson d'amour, tu vois. Mais ce qu'il fait jamais, c'est là où du coup, il est surprenant. C'est chanson d'amour avec c'est un peu, avec Gautry et puis un truc, genre tranquille, un peu détaché. Ouais.
C'est vraiment fort. Mais c'est marrant parce que la prod, du coup, c'est un sample. Et ce qui est marrant, c'est que genre ils ont pas, enfin c'est même pas un sample, en fait ils ont juste repris la prod et ils ont ajouté genre des percussions, tu vois. Ok. Et c'est tout. Ça vient d'où le sample? C'est, moi je connais pas, c'est un truc qui s'appelle, le son il s'appelle Sourire. Ok. C'est un son d'un groupe de deux meufs. Chanson française. Ouais, c'est des françaises. Ah, il y a encore un Je peu de connaissais truc musique alternative là-dedans, moi je trouve. Ouais, c'est pas un truc giga connu. Oh. Mais ouais, moi c'est un son que j'ai toujours kiffé et comme tu dis, tu vois, genre il m'a vraiment accompagné depuis depuis du coup, 2012. Ouais, c'est ça, c'est 2012, ouais. C'est en 2012, mais je Dans pense Kyoto. que moi je découvre Joe peut-être un an après. Il m'a jamais lâché quoi. Et ouais, c'est vrai que il arrive quand même à ne pas tu vois, même si c'est un truc qui détonne avec le reste. Ouais, mais surtout dans Kyoto, genre je regarde, genre t'as Tristal, Scorpion, t'as des trucs vraiment rap déjà à cette époque-là, Ouais. t'as cette espèce de... Mais ça faisait très tape quand même Ouais. à l'époque. Ouais, ça tente un peu tout, quoi. Il y a un Ouais. peu genre une petite carte de visite, montrer un peu de quoi il est capable. J'ai kiffé. Et tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le sorte de bon goût et d'intuition. Bah pareil, tu vois, ça tombe juste. Je sais même pas si lui se pose la question quand il fait ça de est-ce que je vais être cringe, est-ce que je vais être corny. Je pense qu'il se pose pas la question parce je pense qu'il a un truc il est sûr de lui, quoi. Mais ouais, mais il y a quand même des refs marrantes, tu vois. À un moment, il parle d'Ali. Il dit ouais, je veux pas tout gâcher comme Ali. Mais d'ailleurs, il a Vision du couple. Ouais, mais il y a d'autres sons, il fait Ali, c'est marrant. Et voilà, journée top 9 du coup. 8e position, on a mis un putain de son. Drop Top. Et Drop Top, c'est dans Infini Nigga, ça sort. Ça sort à peu près c'est en rebascule encore du coup, un son beaucoup plus récent. Il s'en dit long sur sa carrière, les sons qui nous ont marqué, 2019, Drop Top. Comment? 2019 du coup. C'est en 2020, je crois. Non, c'est dans Space Pack. Putain, c'est vrai, c'est Space Pack qui sort en décembre 2020, je me souviens. Drop Top qui sort un peu plus tôt dans l'année. C'est sorti avant, ouais, le Space Pack. Mais en fait, il avait intégré au Space Pack, il avait intégré des sons qui étaient sortis Ouais, c'était avant. un peu un espèce de patchwork, des sons, Ouais. des bons sons qu'il avait sur le moment. Mais Drop Top, c'est exactement le type de son qui fait que tu te dis, tu peux pas parler d'Ateyaba sans en prenant en compte un projet spécifique, parce que tu as raté plein de choses. Genre, enfin, le Space Pack, il a pas vraiment de sens en tant que tel, quoi. C'est un espèce de mélange de tout. Il y a des trucs, t'as raison, il les a enregistrés un patchwork. Il les a enregistrés peut-être en 2014, on sait pas, en fait. Il y a des trucs qui sont sortis, qui les ont enregistrés 2 jours sur La avant Vie en la violet, sortie. je pense qu'il y a des trucs qui ont été enregistrés il y a très longtemps. C'est juste dit, bon, là, ok, on a un petit truc, ça peut le faire. Et c'est, Space Pack, ça m'est pas mal marqué, c'est dans cette espèce de son sorti en décembre, là, j'ai écouté ça en boucle. Et j'ai eu parce que j'avais un peu abandonné, pendant une période. Tu vois, il y avait Moonwalk, qui avait relancé un peu la hype. Il y avait Drop Top et le Space Pack qui sort, mais tu avais l'impression que c'était un peu genre, bon, je vous donne ça. Puis presque je vous laisse. C'était jamais satisfaisant en fait. Ouais, vu que à cette époque-là, t'étais encore dans le truc. En fait, t'avais encore la frustration de. Donc, il a pas sorti Ultraviolet. Exactement. Et à chaque fois que sortait un truc, c'était en mode bon, ok, super. Mais genre presque qu'on se fait avoir. Toujours pas l'album quoi qu'on attend et. Mais je pense mais en même temps qu'il y avait ce sentiment, il y avait aussi un autre sentiment, c'est d'accepter de ne pas attendre d'album, de juste attendre que le mec sorte des sons et qu'il nous fasse kiffer. Moi, j'étais pas là-dedans, gros. Hein. Ouais, mais moi, je me rappelle, j'avais vraiment le seum, quoi. Ça me saoulait, je voulais cet album. Ouais, mais c'est à ce moment où tu comprends que c'est mort, quoi. Genre, je pense qu'il se fait comprendre par son public aussi à ce moment-là. On va pas avoir ce qu'on veut en termes d'attente, mais on va avoir des choses qui sont bonnes. Si tu commences à partir sur le public, vous contenter de ça, tu vois. Si tu commences à partir sur le public, c'est dur, hein, parce que le public de ce mec, c'est pas. Il le renie plus ou moins, quoi. Il a jamais vraiment accepté. Le mec,
c'est un des rares rappeurs qui a un public qui lui chie dessus, genre ses fans lui chient dessus, tu vois. Ouais, mais ils sont toujours là. Hein. T'as toujours un rapport genre d'amour et de, exactement, t'as un Ouais, c'est amour et haine. amour et haine, mais ça c'est évident avec ce mec. Et surtout que bon, c'était une période aussi où il pétait un peu les plombs sur Twitter à sortir des trucs un peu border poétiquement, enfin. Il y a un truc qui très transphobe et tout, et même sur des exactement. trucs un peu complotistes. Exactement. Il y a un peu comme un Kanye West aux États-Unis, quoi. Cette espèce de gars où tout le monde est presque un consensus que ça c'est fait la deuxième comparaison avec Kanye. Non, mais c'est un consensus général que ce mec est un génie, c'est un visionnaire. En même temps, il y a une détestation de la personne en tant que telle qui est assez forte, tu vois. C'est vraiment très En particulier. même temps, dans le rap, t'en as pas mal, hein. Même Booba, en vrai, hein, il y a de ça. Oui. Hein. T'as l'impression d'avoir perdu. Booba, ses plus gros fans, ils se sont fait clasher par Booba, tu vois. Exactement, ouais. Je pense à, je sais pas, par exemple, Mehdi Maizi. Oui. Le mec adore Booba, quoi. Il a bossé pour lui, il est genre, c'est un fan absolu. Il s'est fait chier dessus par Booba, quoi, par son idole. C'est le personnage. Mais même tous les mecs avec qui. Enfin bref, on va pas partir là-dessus. Mais Drop top, 8e position. 7e position, on a mis Louis XIV. Ouais. Qui sort dans Tokyo, du coup. Ouais. Moi, ce son-là, je trouve c'est un de ceux qui représente le mieux cette période-là de Joke. Parce que il y a vraiment, il y a un peu tout. Tu sais, t'as un peu un thème. Tu sais, avec cet instru qui fait très, qui fait très château de Versailles, tu vois, ouais, du coup. Mais et peut-être tout le long du son, il arrive un peu à se tenir à ce thème. Il sort plein de refs, un peu. Ouais, c'est un peu presque, il se met la couronne sur la tête, quoi. C'est exactement ça. Comme Booba, genre en fait, il y a exactement ça. Il y a une espèce de deux mecs qui ont un peu le même niveau, qui ont un peu le même aura. C'est vraiment genre, il a un truc à la Kanye et la Booba, genre que ce soit dans les influences et dans la personnalité. Et c'est des gens qu'on adore. Mais genre Louis XIV, c'est vraiment le mec se met la couronne sur la tête et il est très insolent, tu vois. C'est moi le futur du rap. C'est même pas de l'ego trip, genre c'est juste qu'il il est insolent. Ça fait vraiment un gamin insolent. Mais il avait beaucoup cette image-là d'ailleurs à l'époque. Mais ça fonctionne très bien. Et il y avait plein, enfin je me rappelle, il y avait plein de punchlines un peu mémorables. Ah mais c'est pas gênant. Un peu resté, ouais. Tu vois, c'est pas gênant. Ça me fait penser à un truc direct. Je pense à un mec comme Benjamin Epps qui peut aussi faire des sons genre très. Il prend la coin, il la met sur la tête et t'y crois pas quoi. Il y a un truc où non, on n'est pas d'accord. Tu vois, il y a un truc de. On n'a pas envie de le légitimer dans son projet. De se couronner roi du rap ou Messi alors que un mec comme c'est un peu forcé, il y a pas le genre Atiaba t'es presque en accord quoi. Alors c'est plébiscite populaire tu sais après nous un Napoléon, faut pas oublier que nous on a des bons clients quand même parce que de base on adore tu vois mais je pense que tu vois t'as plein de mecs qui écoutent qui vont se dire c'est quoi ce mec qu'est-ce qu'il raconte genre je sais pas si quelqu'un peut écouter et dit que c'est de la merde mec. Il se prend pour qui genre tu vois je pense que ce truc peut facilement arriver. Jamais personne a douté personne a douté de sa légitimité à se sentir un meilleur MC, meilleur rappeur. En plus, je pense qu'il est même pas dans ce genre de débat, lui. Je pense qu'il en a rien à faire. Mais ce qu'il a à faire, c'est de dire qu'il fait la meilleure musique, celui qui a le meilleur goût. Il a la meilleure proposition. Je pense que c'est plus ça qui l'intéresse. Meilleur goût. Je pense que c'est plutôt comme ça qu'il se positionne. Alors que les autres ont rien compris, ils font des trucs un peu dépassés, quoi. Ils font, alors que lui, bon, il fait avancer le mouvement, quoi. Si on parle comme les mecs d'aujourd'hui. mais ouais, moi, j'ai toujours aimé ce son et même il me fait délirer, tu vois, il y a des chaînes un peu marrantes, des trucs, je fais cirer mes souliers, pour regarder sous ta jupe. Tu sais, t'as toujours des trucs marrants quand même, chez Joe qui reviennent à chaque fois. Je sais pas si c'est un mec donc, c'est marrant, mais c'est pas un mec qui est drôle. Moi, il me fait rire. Il a des bonnes phases, quoi. Moi, je trouve il y a vraiment des trucs marrants. Et c'est marrant parce que d'ailleurs, dans ce son, il parle encore d'Ali. Il dit, ouais, j'ai les punchlines de Ali, la baguette de Merlin. Ouais, c'est marrant. Sans que le mec, Ali, ça l'a marqué. Parce que, du coup, on parlait tout à l'heure du fait qu'il avait dit, ouais, il a gâché sa carrière, je sais pas quoi. Mais je pense qu'il y a un truc dont on n'a pas parlé jusqu'à ici, c'est dans sa musique, c'est cette espèce d'aspect à la fois spirituel et
genre des gens qu'on retrouvait dans Ateyaba. Je pense qu'il y a des sons d'Ateyaba qui vont arriver, on va pouvoir parler peut-être un peu plus en détail de l'album. Et il a un espèce de truc où genre il a un vrai truc de je suis l'élu Ah, clairement. tu vois, comme à la Kenny, encore une fois, de genre c'est il parlait pas mal de la chimiste de Paulo Coelho dans des interviews où c'est un espèce de mec qui a un destin, et je pense que c'est un truc qui en dit long sur si on veut parler un peu de sa personnalité et de sa vision de la musique. Je pense qu'il se voit un peu comme ça, c'est presque comme si on lui aurait donné un don qu'il devrait partager au monde, et il y a un aspect très spirituel dans sa musique, et je pense que c'est ce qui le touche dans Ali, dans le duo Booba Ali. C'est pas pour rien, je pense qu'il en parle comme ça assez souvent. Et ça me fait penser à un autre truc, c'est le lien aussi qu'on peut faire avec Booba, c'est le rapport à l'Afrique. Il fait un album à Théaba, le nom de son grand-père, et où il y a un truc de retour aux racines et de parler de l'esclavage, de la colonisation. On a un peu parlé dans ses textes de l'aspect ego trip, et dans tout l'aspect ego trip sur presque un culte de la personnalité, quoi. Il y a aussi ce truc du fait d'être un métis, du fait d'être noir en France, Django, il vient à Château-Rouge tourner Django à Château-Rouge. Il avance cette culture-là, ouais. Exactement, tu vois, d'affirmation d'une forme de négritude, tu vois, et je pense que c'est aussi des choses qui ont fait que qui soit légitimé dans une partie du public. Tu vois, ces questionnements-là qui vont toucher plein de gens qui le ressemblent, et qui parlent un peu à tout le monde en même temps, tu vois. Mais il le fait sans être balourd, quoi. C'est pas du rap conscient, quoi, tu vois. Ouais, mais d'un autre côté, je sais pas si t'es cet avis-là, mais moi j'ai toujours eu l'impression qu'il forçait un peu sur ce trait-là, parce que lui-même se sentait pas forcément ultra légitime. Exactement. mais je pense que ça joue. D'être des deux côtés, je pense que ça vient de là, tu vois. C'est pas pour rien, tu retrouves ça dans la carrière de Booba et dans les textes de Booba aussi. Dans cette espèce de questionnement identitaire, la notion d'identité, elle revient tout au long de sa carrière et de sa musique, jusqu'à changer complètement de nom de Dieu qui est Ateyaba, et prendre Ateyaba comme un espèce de truc de je retourne aux racines, et je vais transmettre quelque chose aux gens. Tu vois, ça me fait penser à quand on l'avait vu il y a pas longtemps là à Yardland, où quand il est en concert, il conseille presque la jeunesse. Il a un truc comme ça presque de comment on appelle ça, pas d'évangélisme, mais comment ils appellent, enfin, prosélytisme. Ouais, pas de prosélytisme non plus, tu vois, les mecs qui prêchent, comment on appelle ça, des pasteurs. Ah. Il a un truc comme ça de pasteur, je le trouve dans certains de ses sons et dans ce qu'il raconte dans sa musique. Je sais pas si toi c'est un truc que tu ressens beaucoup ou pas. Non, moi j'ai jamais trop ressenti ce truc. Et moi ça me marque un peu plus quand la manière dont il a de parler dans le storytelling qu'il a autour de lui-même. C'est assez intéressant. Il dit oui, tu sais, il donne un conseil en mode oui, quand vous faites les choses, faites-les jusqu'au bout. Ah oui, ok. Genre faites-le fort, machin. Ok, oui, je vois ce que tu veux dire. Un peu, ouais. C'est un truc de pasteur, quoi. Ouais, mais tu ressens, mais du coup, ça fait vraiment le lien avec un peu sa culture rap américain, tu vois, où ce truc est vraiment omniprésent pour le coup. Ouais. Et qui est beaucoup, beaucoup moins présent dans le rap français. Et qui marque une vraie distinction, je trouve. De manière générale, je pense, il est très, je pense qu'il écoute surtout du rap américain, il écoute pas trop ce qui se passe en France. Peut-être pour ça que ouais. On a du mal à le comprendre aussi, peut-être, dans les choix qu'il fait, dans ses différents choix de carrière. Parce qu'on parlait tout à l'heure du Ultraviolet, et quand il parle de sa possible sortie, il balance en même temps, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais vas-y, c'est pas grave. Mais ça me reviendra. De toute façon, on a totalement perdu le fil du son, de toute façon. Mais faut parler. C'est sur Luc 14, mais ça ouvre pas mal de portes sur. C'est un truc qui définit assez bien. Je suis d'accord. Surtout très tôt dans sa carrière. Faut parler de la prod aussi, qui est incroyable. Ouais.
Et j'ai regardé, je crois que Vladimir Cauchemar, il a composé il a composé en partie le son, mais ça m'étonne pas trop. Pourquoi? Je sais pas, t'as un côté, tu sais, genre, t'as un peu un truc multi-instrumental dans le son, et tu sais, il y a un côté thématique. Je trouve que tu ressens beaucoup dans la musique de Vladimir Cauchemar, qui fait des sons un peu qui ont des prods qui ont à chaque fois un thème, tu vois, une sorte de ligne directrice. Ok. Et des trucs très marqués. Et du coup, bah ouais, ce qu'on disait sur le côté un peu Versailles. Ouais. Il y a un ornement, quoi. Ouais. Et lui, de toute façon, il a toujours eu ce talent-là d'arriver à très bien mêler ce qu'il faisait et genre ce qu'il disait avec la prod. Ouais, c'est une musique imagée, quoi. Ce que tu ressens énormément sur les prods d'Icaz, tu ressens de fou, mais on en parlera plus tard. Et là, je trouve que t'as déjà un bon exemple de ça. Mais ouais, moi, son que j'adore. Du 14 au 7e. 6e, on a mis Diamant et Cigarios. Ouais. Peut-être Diamant et Cigarios, moi je l'ai pas du tout dans mon top. Ça sort en 2014, c'est sur Ateyaba. Ouais, c'était je crois que c'était un titre en mode inédit précommande. Et moi c'est un son qui c'est que en faisant les tops et en le voyant dans le tien, je me souvenais plus du tout de ce son et c'est assez intéressant parce qu'en fait, il est pas du tout sur les plateformes et ça en dit long aussi sur notre réception de la musique de manière générale où aujourd'hui, t'as un truc où t'es un peu pas t'es presque esclave de ce qui est présent sur les plateformes ou non et du coup, il y a plein de sons comme ça qui disparaissent et qui du coup tombent un peu à la trappe oublie en fait l'oubli, alors qui ont été des sons importants à un moment. Genre dans la carte Booba, t'as ça avec les autopsies aujourd'hui qui sont en fait qui pendant longtemps étaient des choses très importantes dans sa carrière et si tu faisais un retour c'était et c'est vrai, c'est beaucoup aujourd'hui c'est beaucoup moins cité hein, les autopsies de fait quoi parce que les gens écoutent pas même en fait quand les gens tu sais t'as beaucoup de gens qui parlent de la carte Booba et tout, les autopsies sont vraiment peu citées et peu prises en compte alors que ça a eu énormément d'importance. Au moment où ça sort, c'est presque les autopsies sont plus enfin, il touche, je sais pas s'il touche plus de monde, mais c'est une période où en fait t'as un téléchargement illégal et c'était facile de les choper les autopsies, alors que les albums beaucoup moins. Mais Diamant et Signal, ça m'a assez frappé par rapport à cet aspect de la réception de la musique. Et moi, c'est un son que j'ai complètement oublié. On peut le retrouver encore sur YouTube aujourd'hui. Mais moi, pour le coup, j'avoue que c'est un son que j'ai jamais trop lâché. Il m'avait vraiment marqué à l'époque. Et ouais, c'est un son qui est très musical, une prod qui est évolutive avec peut-être un changement d'instru qui est vraiment bien fait, t'as un côté jazzy tout le long du son qui est vraiment agréable. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est que c'est un son où Ateyaba il est un peu introspectif et ce qui va d'ailleurs ce qui est totalement dans le thème de l'album, tu vois. Enfin, quand je dis introspectif, c'est on s'entend, hein, ça va pas non plus si loin que ça. Quoi, genre, mais il y a quand même des trucs, en vrai, il y a quand même des trucs, genre, tu sais, à un moment, il dit, ouais, je peux rien faire quand elle se faisait taper dessus. Enfin, tu vois, il arrive à lâcher quand même des par moments. Ouais, on le voit, il y a une chair derrière, il arrive à faire ça, mais à petite dose et Mais c'est très réussi en album. Mais d'ailleurs, mais ça me fait penser, tu vois, je pense à un mec comme Hamza. Tu sais, qui avait un peu aussi cette image-là de parler un peu de trucs. Il parle de trucs hors sol, t'as l'impression que c'est pas sa vie, etc. Et t'as vraiment un parallèle avec Joke où t'avais exactement la même chose. T'as l'impression ce que tu disais tout à l'heure, tu vois, on sait pas d'où il sort, on sait pas d'où il vient, on comprend pas. Ouais. Sa musique est pas en rapport, et ce qu'ils disent, c'est pas en rapport avec l'image que tu peux avoir de sa vie, de sa jeunesse, etc. Et je trouve sur cet album en particulier, il arrive un peu à recoller avec sa vraie personnalité, et comme Hamza a fait sur l'album 1994. 1994, ouais. Et je trouve que t'as vraiment un parallèle intéressant là-dessus. Les deux, ils ont réussi et... Ouais, mais chez Hamza, ça vient beaucoup plus tard. Oui. Bah, genre là, 2014, il a juste sorti 2-3 projets avant, Ateyaba et, enfin, Joke, là, à ce moment-là. Et, moi, je me souviens quand ça sort Ateyaba, je suis ultra déçu. Tout le monde était déçu. Du tout ce que j'attendais. En fait, il y a un espèce il prend tout le monde presque à contre-courant. Tu vois, on imaginait que c'était mais genre justement un mec comme Hamza, un truc, c'est presque une musique un peu désincarnée. Je
genre vraiment qui flotte quoi, avec quelques effets visuels. Il y avait un truc presque purement esthétique dans sa manière de faire de la musique. Et en fait, il a des thèmes, il a des choses à raconter, il a une histoire à transmettre. Et c'est à posteriori, petit à petit, je me suis pris l'album. Mais il y a d'autres éléments qui font qui m'est très, enfin, j'avais pas le même âge qu'aujourd'hui, tu vois, c'était il y a 10 ans, qui m'a fait que j'apprécie pas l'album, c'était un peu les ouvertures, quoi. Genre Vénus, ça me saoulait un peu. Il y avait déjà des ouvertures avant. Genre, c'était presque un non-son. Mais je suis d'accord que c'était ça colle avec son image. C'était un peu trop présent par rapport aux attentes de son public. Ouais, ça, c'est vrai. Ça, il y avait trop de trucs, tu comprenais pas trop. Mais du coup, ça revient au fait que lui, il a toujours aimé aussi prendre. Il est très déroutant, quoi. Mais il prend à rebours à chaque fois son public. Genre, il adore faire ça. Il fait ça à chaque fois. Et je pense que c'est presque le moment où il commence à développer cette espèce d'amour-haine avec le public, où en fait, et je crois qu'il a été très déçu par la réception de manière générale. Et je crois la sortie de toute façon, elle était un peu. Il en parlait, il disait qu'il comprenait pas trop, machin. Ouais. Ok, bon bah le public français est pas prêt. Exactement. Genre, les mecs ont pas compris ce que voulait faire. Le public français a du retard, etc. Moi, je trouve qu'il y a trop de non-sons, genre 4 pattes, machin. Enfin, tu vois, il y a des trucs un peu drôles, mais Est-ce qu'il faut parler de 4 pattes? Non, mais tu vois, on sait pas où il va en venir concrètement. Oui, mais beaucoup dérouté à Tiaba, mais a posteriori, finalement, tu vois, de fait, vu que c'est un peu l'album qui est resté pendant longtemps comme son dernier album, il a pris en épaisseur au fil du temps. Il a une super postérité en vrai, cet album. Les gens y reviennent aujourd'hui en mode mais t'es presque obligé de quel classique, trop bien à l'époque et tout. Je saurais pas dire c'est un classique, moi il y a trop de trucs. Non mais je parle de son public, tu vois, qui est totalement revenu sur après je sais pas si c'est les mêmes personnes, mais c'est le problème, ça rejoint à ce qu'on dit au début, c'est le problème d'Atiaba, c'est que je pense que tu peux pas, il a ce problème du classique non classique, où en fait sa carrière est musicalement, c'est un mec qui est tellement influent dans le rap, et donc il a une place qui est privilégiée. Mais en même temps, il y a pas forcément d'album référence. On peut prendre Atiaba comme un album référence, mais quand t'as vécu la sortie d'Atiaba, t'as du mal à te positionner comme en disant oui, c'est un classique et tout. Alors qu'en vrai, tout le monde était un peu c'était en demi-teinte la sortie. C'était un peu bon, ok, on est obligé d'aimer, quoi. On a que ça. Il nous a donné ça, tant pis. Exactement. Mais ouais, pour revenir plus à ce son-là en particulier, même je trouve que sur l'album, je dirais pas qu'il dénote, il est assez cohérent, mais en vrai, il dénote quand même un peu. Et de toute façon, ça, il l'a pas sorti sur l'album même, tu vois. C'était une sorte de bonus. Mais il y a vraiment un peu ce côté, tu sais, il se pose un peu comme le gars qui a un peu réussi son truc, qui est bien, qui regarde un peu en arrière. Et tu le ressens vraiment dans la prod et tout, tu vois. Un peu. C'est smooth. Comment dire, il fait du champagne, quoi. Il est posé, il est posé. Il regarde la Rick Ross, ou il regarde sa carrière, sa vie, il est là, il est bien. Et ouais. L'instru est incroyable. C'est la folie. Ouais, vraiment. Et en plus, il y a des vrais. Ce son-là, il témoigne aussi des fulgurances d'écriture que peut avoir Joke. Tu sais, il y a beaucoup de gens un peu beaucoup de gens. C'est une critique qui est arrivée souvent. Il dit de la genre ça sonne bien, c'est des bonnes punchlines et tout, mais il dit pas grand chose, etc. Moi, je suis pas trop d'accord, parce que je trouve que quand même, il arrive à avoir des tournures de phrases et des punchlines qui sont assez, tu sais, qui sont bienvenus et qui sont malignes et qui. Ok, sur l'écriture, moi je suis un peu plus dur, je pense. C'est pas quelqu'un c'est pas quelqu'un dont je me rappelle de l'écriture forcément. Mais t'as 20 punchlines de Tayaba qui te viennent faciles, tu vois. Ouais, il y a des punchlines, mais tu vois, c'est presque c'est presque comme d'autres rappeurs, en fait. Tu vois, il y a pas je trouve pas que c'est vraiment là. Je suis pas sûr que ce soit vraiment sa force, moi. C'est un truc qui m'a jamais trop marqué. Je suis grave pas d'accord. Moi, je trouve il arrive il a transmis plus une émotion, tu vois, par son flow, ou soit un genre très énergique, soit un peu lazy. Tu vois, il y a un truc comme ça. Oui, mais mec, tu vois bien que il a un delivery, quoi, si on prend les termes. Oui. Les termes actuels, tu vois, ou c'est un bon interprète, quoi, de ce qu'il raconte.
j'ai du mal à je sais pas, je pense, je n'ai jamais lu un Genius d'Atayaba. Je pense jamais les regarder en mode qu'est-ce qu'il dit. Oui, mais bien sûr, mais parce qu'en fait, il dit des trucs assez banals et tu vois, et des trucs très classiques dans le rap. Mais en fait, il le dit mieux que les autres. Je suis pas sûr. Il le dit de manière astucieuse. Il le dit, genre c'est beau comme il le dit, tu vois. Je sais pas. C'est un bon interprète, ça c'est sa manière de dire. Mais oui, non mais je parle. Tu parles dans la manière dont il construit ses phrases. Pas du tout. Oui, mais non. Mais du coup, c'est de l'écriture. Oui, non, mais il y a, enfin, pour moi, il écrit presque basiquement, quoi. T'es malade, mec. C'est pas un... T'es fou. Je sais pas. Moi, c'est pas quelque chose qui me frappe, en tout cas. Mais là où j'en suis sûr, c'est rien que le fait qu'on se rappelle de ce qu'ils disent, c'est déjà un aveu qu'il écrit bien. Je sais pas. T'as plein de rappeurs qui disent la même chose, tu te rappelles pas de ce qu'ils disent. Hamza, ok, pour reprendre le parallèle avec Hamza, tu te rappelles pas de ce qu'il dit. Moi j'adore, je suis un giga fan d'Hamza. On dirait que tu seras jamais riche. Non mais voilà. Non mais tu vois, hors de moi, Atayaba, il le dit pas comme ça, il le dit avec Ouais, mais juste pour moi ils sont dans la même line, tu vois, c'est des mecs qui sont pas forts, ils savent pas forcément très bien écrire, ils ont des choses à raconter, c'est sûr. Enfin, ils ont Joe, il y a peut-être plus de contenu et plus de substance dans ce qu'il raconte, mais sa force c'est vraiment l'interprétation, genre c'est la manière dont il a de balancer ce qu'il dit, tu vois. Je sais pas. Qui peut dire n'importe quoi, il dit d'une manière qui a je pense c'est un vrai rappeur, quoi. Oui, mais regarde, c'est vraiment l'essence du rap, de la capacité à dire des trucs, à dire n'importe quoi, mais en étant un peu avec une énergie, en étant frais, en disant n'importe quoi. Oui, mais regarde, tu vois, typiquement dans ce son, à un moment il dit, attends, je retrouve le truc. Il dit ouais, les lumières du strip club découpent ses filles volage. Oui, on a plein des phrases. Oui, mais à chaque fois, en fait, il arrive à te donner une image très facilement en quelques mots. Mec, en vrai, je trouve que c'est vraiment des fulgurances d'écriture, tu vois. Ouais, il peut avoir des fulgurances, tu vois, mais il est très éloigné de plein de mecs qui écrivent vraiment bien, tu vois. Ouais, mais tu parles de qui quand tu dis qui écrit bien? Bah, je sais pas, quand tu parles de fulgurance, je pense à des mecs comme Caris, Booba, Lino, même PNL, c'est des mecs qui peuvent avoir des fulgurances, tu vois. Moi, je le trouve pas, c'est pas un mec dans lequel je le comparais plus à PNL, tu vois. Plupart du temps, il dit des trucs, tu vois, c'est assez banal, mais je suis d'accord, il le dit tellement bien que ça rentre quand même et tout. Mais il y a beaucoup de gens qui ont genre Orelsan, il y a plein de gens qui ont des phrases fulgurantes. Oui, mais je pense que là où genre on n'est pas d'accord, c'est qu'en fait il y a c'est presque de l'esthétique pure, tu vois. Ouais. Et il y a pas le fond derrière. Et du coup, je pense que c'est pour ça aussi que toi, ça te marque moins un peu son écriture. C'est parce que c'est vide, quoi. Il dit pas des choses qui ont beaucoup de substance derrière, mais il le dit un petit peu par moment, tu vois. Genre, ouais, mais même. Il faudrait s'y pencher. Moi, je suis pas certain de ça, en fait. Je suis pas certain que je le placerai. Je le trouve très éloigné de mecs qui ont des vraies capacités d'écriture, genre même aujourd'hui, même un Limsa ou un Isha, ou tu vois, même des gens plus contents, même un Rally, genre vraiment dernier rappeur, peuvent avoir des capacités d'écriture beaucoup plus avancées, tu vois. Du coup, je le rapprocherais plus d'un Laylo, où moi je le trouve des fois un peu faible, tu vois, dans son écriture. Moi, je le trouve pas très fort dans sa capacité. Je pense qu'on va se prendre une petite demi-heure après là, et on va faire des petites analyses de texte. Non mais à voir. Mais juste faut prendre le prisme de l'esthétique pure, tu vois. Parce que là, tu me parles que de mecs qui à chaque fois, en fait, t'as l'impression que non mais moi, pas l'impression, c'est des putains de rappeurs qui écrivent hyper bien. Tu vois, t'apprends l'exemple de Limsa Isha par exemple, mais où là t'as le fond, t'as une vraie transparence, quoi. Et tout. Et Joke, il a pas du tout cette transparence. Et c'est aussi pour ça que du coup tu peux te dire que je suis pas du tout. Mais la comparaison avec Laylo, elle est intéressante, hein, mais Laylo, je trouve vraiment un cran en dessous très largement en termes de tournure de phrases et en termes d'image, en termes de, tu vois, c'est plus astucieux comme la façon dont Joke écrit. Ouais, c'est possible. Mais ouais, de toute façon, c'est un peu un débat stérile. Après, oui, non, mais en vrai, dans son écriture, c'est quelqu'un qui a une écriture référencée. C'est pas non plus, je dis pas que c'est non plus ce qui se fait de pire, tu vois. Genre, tu parlais d'Hamza. Hamza, c'est encore autre chose, quelque chose qui a moins
qui a beaucoup moins de contenu, qui raconte beaucoup moins de choses. Mais Laylo aussi d'ailleurs. Hein. Laylo, peut-être un peu moins, genre, mais après Laylo, c'est plus, il arrive, il écrit, mais c'est presque plus, comment dire, c'est un peu niais, c'est un autre problème que lui, là, c'est pas, c'est plus dans son contenu qu'il a un problème, tu vois, Laylo. Mais, je sais pas. C'est quand même quelqu'un qui a des références, quoi. C'est, tu vois, il parle de Céline, Albert Cohen, tu vois, des petites références littéraires, tu vois, il parle de plein de choses, il a une culture historique qui est bon, qui est ce qu'elle est, hein, genre, de toute façon, il a des musiques complotistes, des docs complotistes ou autres, mais, il y a plus de substance que d'autres, mais je sais pas si j'aurais du mal à me positionner sur le fait que ce soit quelqu'un qui a une vraie capacité d'écriture. Okay. Bon. On passe au, c'était 6e. De toute façon, on est passé à côté aussi du truc, c'est une question de sensibilité aussi, quoi. Ouais, non, c'est pas qu'une question de sensibilité. Les trucs que je vois comme des bêtes de tournure, peut-être toi, ça te paraît un peu, banal, quoi. Peut-être. Il y a peut-être de ça. Moi, ce qui me frappe plus, c'est la capacité de référencer son écriture. Tu vois, il va reprendre d'autres phrases du rap français et les remanier. Enfin, il y a un vrai travail. C'est quelqu'un qui aime ça, tu vois. C'est un vrai rappeur. On parle de quelqu'un qui est très très haut, je pense, dans l'histoire du rap français. Donc forcément, il y a rien que par l'influence qu'il a eu déjà, je pense. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas, on est pas en train de parler de je ne sais quel mauvais rappeur. Je vais pas donner de nom. J'en ai qui me sont venus, on n'en parlerait pas là si c'était exactement, ouais, exactement. Un énorme rappeur. Il y a un intérêt, mais il faut le mettre à sa place, je sais pas. Sa place, c'est peut-être pas, enfin de mon côté, elle est peut-être pas là. Elle est peut-être pas là. Et du coup, ouais, Diamant Cigaro, 6e. 5e, on a mis Solaire. Ouais. Donc on arrive vraiment dans le dernier de ce qui se fait, de ce qu'il a sorti, genre. Ouais, La vie en violet. Ouais. 2023. C'est un peu dur de parler de cet album de manière générale, mais en plus ce qui est un peu dommage, c'est que ce son-là en fait il reflète pas l'album, parce qu'en fait ce son-là c'est un ovni dans sa discographie, mais aussi dans l'album, au sein de l'album qui est aussi un peu un ovni, tu vois. L'album il a une vraie couleur, je trouve. C'est assez fort ce qu'il a réussi à faire avec cet album-là, qui a eu une réception encore une fois mitigée. Et toujours ce truc d'amour-haine avec son public, les gens ont détesté complètement, genre en mode c'est quoi ces instrus de merde. Mais là je dirais pas que c'était mitigé, je dirais que c'était clivé, quoi. Ouais, vraiment clivé. C'était beaucoup plus clivant que Ateyaba. Ateyaba c'était pas clivant, c'est le mot que t'as utilisé, c'est mitigé. Ouais, c'est déroutant. Là c'est pas mitigé, hein. Il y a des gens qui ont vraiment aimé, genre il y a des gens qui ont adoré. Mais nous on fait partie des gens qui ont adoré. On a vraiment adoré, et c'est pas pour rien que Sonia aussi. Il est aussi de ton fait, hein. Je sais pas toi pourquoi tu le. Moi j'adore ce son. J'adore ce son. Bah je me rappelle. Du coup c'est La vie en violet, ça sort l'année dernière. Et moi ce son-là, il est chic. Enfin, il y a aussi un truc d'affect. Tu vois, il a accompagné tout mon été. Et c'est vrai qu'ils sont en juillet, ouais. Et c'est l'album qui accompagnait. Ouais, carrément. Mais il y a pas mal de sons que j'ai retenu dans cet album et que j'ai adoré. C'est pour ça que je l'aime autant. Et je pense d'ailleurs, c'est probablement mon album préféré de 2023. Tu vois, c'est ouf avec la Kerakina, son dernier projet, on arrive à mettre des sons hyper hauts dans un top carrière, top son carrière. Tu vois, ça c'est vraiment la capacité que le mec a eu de se réinventer à chaque fois et d'être toujours actuel. C'est assez ouf. Ça rejoint pas mal de choses qu'on a dit un peu plus tôt. Mais moi, Solaire, c'est pas un son qui me... Alors, c'est un son que j'aime beaucoup parce que, en fait, j'ai plutôt une approche d'écoute qui se fait par album. C'est pas forcément le son qui m'a marqué en tant que tel. Moi, il glisse, mais je le mettrais... Moi, j'avais d'autres sons de La vie en violette beaucoup plus haut. Genre Cookie... C'est quoi, c'était Cookie partout, enfin Cookie partie 2, que j'ai mis beaucoup plus haut, qui m'avait plus marqué. Mais du coup, ouais, moi. Mais je suis absolument d'accord, hein, de mettre ce son-là. Moi, Solaire, ce qui fait vraiment, ce qui a fait que j'ai vraiment aimé le son, bah déjà t'as une prod c'est un ensemble de
un son de Bobby Hutcherson, Ok. Manzanita, qui est un son trop cool. Peut-être tu peux écouter normal. Enfin, tu sais, t'as un délire où c'est C'est une atmosphère. un truc lancinant, t'as un truc Ouais. d'atmosphère. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est que il vient poser ce son-là à la fin de l'album. Et je pense que c'est vraiment un choix réfléchi, tu vois. Il est là, il te montre. En plus, ce son est très ego trip. Contrairement un peu au reste de l'album où c'est moins ego trip, c'est plus en mode, c'est un peu marrant, un peu, il y a des phases un peu chelou, il dit un peu n'importe quoi. Mais c'est pas une critique hein, quand je dis ça, c'est choisi, c'est voulu et Des trucs qui pop comme ça. enfin c'est une direction artistique, tu vois. Et j'aime bien le fait qu'il pose là en mode je sais encore faire ça, je sais faire des trucs comme ça. Et ouais, tu vois, t'as un côté, c'est un son qui est très serein. Alors c'est bon, en fait, j'ai pas à vous prouver que je sais faire ça, quoi. J'ai rien à vous prouver. Et tu vois, il balance ça et ça sonne trop bien, tu vois. Ouais, ça marche vraiment. Moi, j'ai pas forcément trop de trucs à rajouter par rapport à ce que t'as dit sur Solaire. Moi, c'est vraiment, il est là, je le kiffe, sans forcément plus. Mais après, je reparle encore de Yardland, là, on l'a vu, et tu sens que sur le public, ça a eu un vrai effet. C'est un son, il y a une communion et ça rejoint un peu Ce son-là a beaucoup plu, hein. Il a beaucoup plu et il communie beaucoup avec son public à travers ce son. Et ça rejoint, du coup, le quatrième son, qui est un peu un espèce de son, un de ces sons. Je sais pas si c'est peut-être le son plus connu d'Ateyaba, qui est, Je pense que c'est celui que les gens qui écoutent pas Ateyaba connaissent le plus. ouais. Du coup, on est sur les nerfs. Icaz Boy 2014 sur Ateyaba, mais Que dire. c'est drôle parce que moi là quand ça sort, c'est pas du tout le son. Alors j'ai l'impression que c'était pas pour moi. Moi je comprenais pas du tout, mais il y avait ce truc de musique SP alternatif. Mais de toute façon là on va rentrer après dans le top 3 et tout. Il y a des choses qu'on a déjà dites et du coup on va passer peut-être un peu plus vite sur le top 3 parce qu'il y a pas mal. On est sur l'air, il y a des vrais trucs à dire, hein. Mais déjà, ce qui est marrant, c'est que, enfin, c'est un souvenir un peu flou, hein, mais je crois que j'avais vu une interview de Icaz Boy à l'époque. On pourra vérifier. Et il racontait un peu la genèse de son, parce que je crois que le journaliste l'avait interrogé dessus. Et il disait que justement, à la base, en fait, c'était un son où personne devait poser. C'est juste Icaz qui s'est fait un délire, genre, qui a fait ce son. Et Joe qui a entendu cette prod. Il est devenu fou. Et il aurait dit, genre, mec, il faut que je pose là-dessus, genre. Mais je pense la force de ce son, c'est elle est venue presque par l'expérience l'expérience musicale c'est un son où moi j'ai jamais trop écouté genre en mode solo, genre je vais me le mettre, c'est plus venu par des événements festifs, tu vois, Ouais. où ben on a fait quelques Mouse Party, on a fait des Mouse Party et c'est un truc qui revenait pas mal. Et même avant ça, quand c'est sorti, moi j'étais encore au lycée. Mais c'est un des premiers sons où genre j'arrive en soirée classique, soirée de province, genre basique, donc c'est pas forcément des gros auditeurs. Tout le monde n'est pas gros auditeur de rap. Et quand on est sur les nerfs, tu vois genre une zouze, genre un peu classique, presque fille à maman ou fille à papa, quoi, et qui te rappe, on est sur les nerfs et tout. Tu vois, tu sens qu'il y a tu te dis, il y a un truc avec, il a une possibilité, il y avait, c'est à ce moment-là, je me suis dit, mais ce gars-là, il a une capacité, il a une possibilité de devenir presque une grande star du rap, tu vois. Finalement, sa carrière, elle a pris une autre tournure. Mais, c'est cette espèce de communion avec d'autres gens. Je vois ce que tu veux dire, mais moi, ce son-là, je le vois vraiment comme, il a un côté hymne. Ouais, exactement. Les gens le chantent à tue-tête. Tu vois, le premier couplet, limite, tu peux le chanter genre les mains en l'air. Ouais. Et genre, tu sais, t'as une... C'est vraiment sa force. C'est vraiment sa force. Après, bon, il y a aussi le truc où c'est un peu de la musique festive. T'as une communion festive, totale avec le son quand t'es dedans. Oui, et c'est vrai que notre expérience avec le côté festif, même en soirée et tout, en festival. En termes de prod, moi, je sais pas si, comment dire, je serais pas si amélioratif, tu vois, genre, bon, c'est un espèce d'EDM techno pas terrible qui fonctionne à moitié, tu vois, donc. Mais bon, le son il est là et à la fin des fins il est quatrième parce c'est presque plein de moments de vie. Mais c'est clairement son delivery qui fait le son. Hein. Après il rappe super bien quand même dedans, genre malgré que l'instru soit un peu, enfin moi qui me convainc pas tellement.
Ouais, mais t'as ce côté, enfin justement en fait quand je te parle de côté hymne, c'est pas que ce qu'il raconte et tout, c'est en fait il est et du coup ça revient avec ce que je disais tout à l'heure sur sa capacité à être totalement en communion avec la prod et notamment avec Ikaz. On en reparlera de toute façon avec les autres sons qu'on a mis plus haut, mais je trouve que tu vois quand t'écoutes le son, t'as vraiment cette impression là que la façon dont il arrive à se placer sur les tu sais sur les différentes variations de l'instru d'On est sur les nerfs, ça sonne putain de bien. Et je me rappelle je sais pas si tu vois la vidéo de sa Boiler Room, Ouais. il avait fait ce son là, tu vois tu ressens le truc et nous on l'a Il y a un truc tu sais, d'énergie, ouais. quand on l'a vécu et tout, tu vois tu sais t'as les drops, ça part parfaitement. En fait, tout le monde devient fou un peu. T'as un truc presque Exactement. tout le monde rentre Mais en mec, transe. on est fini, genre, mais oui. Genre, je me souviens, genre, enfin, plusieurs, enfin, même là, chaque fois qu'on a vécu ce son dans des événements, genre dans des concerts, des festivals ou autres, genre, le son fini, t'es en mode, tu reprends ta respiration. Genre, limite, tu t'étires, quoi. Il y a un truc où, genre, il fait tout expulser, quoi. C'est assez fou. Du coup, t'es presque, enfin, ce qui fait que t'es obligé de, c'est un ton presque, il est libérateur, il est, Mais je pense c'est que c'est un son que Kateyaba aime bien pour le coup. je suis pas sûr. Il avait sorti en single, il me semble, à l'époque Ok. de l'album Ateyaba. Ouais, mais est-ce qu'ils se disaient pas que, bah, Mais il y avait une petite promo autour et tout, tu mais vois. ça a marché aussi, tu vois, même, Oui, clairement. encore une fois, il y avait aussi, Mais je pense qu'il avait une affection particulière pour ce son. genre l'image et tout, mal, après, je parlais de l'instru et tout, mais c'est peut-être aujourd'hui, ça serait bizarre, mais à l'époque, enfin, aujourd'hui, je trouve ça un peu bof parce il y a eu mieux dans ce genre d'espèce de mélange rap techno, cette espèce de mélange. Et c'est peut-être pour ça que l'instru me frappe moins, mais à l'époque, c'est vrai que c'est pas un truc qu'on a l'habitude d'entendre. T'entendais très rarement des trucs comme ça. Tu vois, ça, Et ça a participé, d'ailleurs, ce son-là, je pense qu'il a participé beaucoup aussi à toute l'image que Joke avait ouais. du côté, c'est un peu Messi. Tu vois, le mec qui arrive et qui est pas dans les codes, qui propose exactement. quelque chose de nouveau et qui donne une ligne directrice à ce qui se fait après. Bon, avec ce son, ça a pas été le cas directement, même si maintenant c'est quelque chose qui est de plus en plus populaire, tu vois, l'image entre musique électronique et rap. Ouais, mais ça a toujours été plus ou moins, mais à d'autres niveaux, tu vois. Mais enfin, c'était plus là où ça l'a été pendant longtemps, c'était plus sur les producteurs de rap qui ont aussi fait, qui sont partis dans la musique électronique, tu vois. Mais dans les rappeurs en eux-mêmes, enfin, t'avais une partie de la musique alternative, enfin, dit alternative qui proposait ce genre de choses, tu vois. Mais dans le rap à ce niveau-là, pas mainstream, tu vois, mais genre d'auditeur de rap, c'était quelque chose d'assez neuf, nouveau. Il y avait un truc presque futuriste. Genre vraiment un mec il arrive avec une nouvelle proposition, il vient sauver presque la musique et il la régénère quoi. Mais ouais. Si on en revient à ce qu'on disait, genre ce qui fait qu'on vraiment on est à fond sur ce son et qu'on l'aime autant malgré tu vois ses quelques défauts et tu vois le fait qu'il est pas si bien vieilli que ça mine de rien, c'est je te dis le côté hymne quoi. Ouais. Tu le mec tu le cries, tu Ouais, t'es on est sur les nerfs quoi. ouais et les drops sont incroyables, c'est vraiment trop bien. Yes. Mais ouais, du coup, on passe. Il était quatrième, là on arrive Ouais, dans le top 3 quatrième. du coup. Ouais, top 3. Du coup, troisième, on a mis Harajuku, qui est sur l'album Tokyo. Aussi, ouais. Comme on a mis quoi de Tokyo aussi Tokyo, il y avait Louis XIV, ouais, Louis XIV juste avant. Du coup, ça rejoint pas mal de choses aussi qu'on a dit sur Louis XIV. Il y a du coup moi le truc qui jusqu'à aujourd'hui me marque, c'est vraiment genre le clip quoi. Et enfin même l'instru, genre c'est un truc où dès que tu l'entends, ça te replonge dans une époque. Il y a un espèce de truc où tu te dis mais putain c'est je n'ai jamais genre il y a un truc de nouvelle expérience quoi avec Ara du coup. Tu vois, il ramène trop de trucs en même temps. Et genre vraiment c'était tellement fort. Genre c'est pas pour un kilo aussi haut je pense. C'est un son que j'adore aussi et je pense pour le coup un peu pour les mêmes raisons. Genre le clip, l'image et qui est vraiment exactement en accord avec l'image qu'il avait à l'époque, tu vois, très japonisante avec le clip, la prod.
c'est un son que Encore une fois, il propose quelque chose de nouveau, genre. Et c'est un truc qui est un c'est peu frais, quoi, en ouais, fait. ouais, carrément. Bon, Et pour le coup, c'est un son qui est, je sais pas s'il est si ouvert que ça, mais il plaît beaucoup. Tu vois, d'expérience, quand c'est un son que je mets en soirée et tout, je fais écouter à mes potes qui écoutent pas tant de rap que ça, qui sont pas fans de ce truc et qui connaissent pas vraiment Joke. Bah, tu vois, Harajuku, ça passe bien, quoi. Ouais, parce que c'est musical. Il y a genre la prod, elle est vraiment, c'est pas une prod de rap classique, en fait, et je pense que c'est fou qu'il fasse ça aussitôt dans sa carrière, tu vois, genre il y avait un truc déjà c'est quelqu'un qui a une vraie vision, quoi, de la musique. C'est Blastar, la prod. Ouais. C'est vraiment fort, quoi. Ouais, mais tu vois, je sais pas, j'aurais pas non plus tant de trucs à dire sur ce son. Enfin, trucs qui n'ont pas été dit. Ouais, moi non plus. Mais on a déjà parlé un peu de Tokyo et tout, et de la réception. Mais de toute façon, là, pour le top 3, il y a pas mal de choses qui vont revenir par rapport à ce qu'on a déjà dit. Ouais. Mais ouais, globalement, en plus, c'est un son où les gens étaient assez unanimes. Mais de toute façon, à l'époque de Kyoto, Tokyo, les gens qui écoutaient, c'était quand même un peu une niche, tu vois. Et c'est un son qui rentrait tellement bien dans la DA globale de ces deux projets-là que genre, tu sais, c'est un peu genre l'épitome de ces deux projets-là, quoi. Ouais. C'est le truc qui représente presque le mieux. Ouais, je suis d'accord. Bref, du coup, c'était le top 3 Harajuku. Troisième. En top 2, on a décidé de mettre Vision. Vision, encore un son soi-disant sur Ultraviolet. Ouais. Ben là, pour le coup, à cette époque-là, quand il sort Vision, c'était vraiment Ultraviolet. On pensait vraiment qu'Ultraviolet allait sortir. C'est ça. Là, en 2017 on que était ça sort. Putain, genre, c'est nymphe. Ouais. Entre 2017 et 2020, on y a cru chaque année, quoi. Ouais. On sait que c'était le retour du Messi. En 2020 quand même, mais ouais, alors, du coup, encore une prod d'Ikaz. Et du coup, il est beaucoup présent Ikaz dans les sons qu'on a choisis, en vrai, c'est ouf. Ouais, bah clairement. Mais de toute façon, je trouve que on en revient à ce qu'on disait, tu vois. Je trouve qu'il y a une vraie alchimie il y a toujours une vraie alchimie entre Ateyaba et Ikaz. Ça se voit qu'ils se comprennent bien. Je sais pas, et je trouve que toute la DA que Joke a voulu donner à ses sons et à sa carrière, je trouve elle se retrouve bien un peu dans l'évolution musicale qu'Ikazboy a eu aussi. Tu vois ces prods très je saurais même pas trop comment décrire les prods d'Ikaz. C'est peut-être les meilleurs prods du rap français. Bah moi c'est mon avis aussi, ouais. C'est peut-être ça. Ouais, et puis même il y a une telle diversité dans ce qu'il produit, ça c'est assez ouf. Même tu sens que c'est deux personnes qui sont proches, tu vois. Enfin je sais pas si une vraie alchimie, ils sont proches, mais tu vois les projets Brutal qu'Ikaz a sorti, ouais. Joke il est là à chaque fois. Je crois que sur chaque Brutal peut-être dans le je crois qu'il y en a un où il est pas là, mais bref. À chaque fois, tu vois, c'est un mec qui revient. Et je pense que ces deux-là se comprenaient un peu dans ce délire qu'ils avaient de j'aime pas ce mot, mais on essaie d'être futuriste. Ouais. Mais peut-être pas futuriste, tu vois, mais de nouvelles propositions, de genre de faire avancer les choses, quoi, de proposer une nouvelle façon de faire du rap et une nouvelle musicalité. Un peu des explorateurs, quoi. Ouais, c'est ça. Mais ouais, en plus ce son-là, il a un vrai. Je sais pas, tu sais, il y avait le truc, il y avait une collab, je crois que il est sorti le clip sort en collab avec Nike pour une sortie d'une paire, je sais plus ce que c'était. Mais ouais, du coup, t'avais toute l'imagerie qu'elle est avec. Il y a toujours un truc, il y a l'image, l'instru. Il a sa mère drapée dessus, il arrive vraiment il arrive à vraiment, c'est un alchimiste. Il en fait de l'or, quoi. C'est assez impressionnant. Et encore une fois, tu retrouves t'as un peu ce truc du bon goût. Tu sais, il revient, t'as la collab avec Nike et tout, ça a du sens, ça passe bien, quoi. Tu te le prends direct, pose pas trop de questions. Et puis le son est fou, la prod elle est magistrale, et ouais, en plus ce que moi j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé avec Vision et que j'aime toujours aujourd'hui, tu vois, c'est que tu sentais à ce moment-là qu'il était dans une toute nouvelle DA. Et c'est aussi pour ça que ce son a mis autant de hype sur Ultraviolet. Ouais. Tu sais qu'il y avait un nouveau truc et tu sentais que ce potentiel album qui allait sortir et finalement qui n'est jamais sorti, il allait répondre aux attentes qu'il y avait sur Joke qui était là depuis 2014 et qui était censé répondre aux frustrations
que l'album Ateyaba avait engendré. Je sais pas s'il essaie de répondre aux frustrations. Genre... Non, il essaye pas. Moi, je pense, en tout cas, qu'il s'en branle. Ça répond aux frustrations. En tout cas, moi, je te parle de réception, là. Ouais. C'est assez fort. Bon, deuxième vision. On passe, du coup, à l'élu, le titre. Top 1. Top 1, mais pareil, encore une fois, soi-disant ultraviolet. Et moi, je l'ai mis, moi, c'était mon top 1. Et toi, tu l'as mis un peu plus bas. Je l'ai mis en 3, je crois. Moi, c'est genre vraiment je pense que c'est un peu le son, presque pas définitif, mais qui représente un peu tout ce qu'il est. Parce qu'il y a cette espèce de truc où il se revendique d'une lignée, tu vois, il y a par le sample, tu vois, qui est un sample du son Rock With You de Michael Jackson, tu vois. Enfin, tout au long de sa carrière, il va avoir pas mal de refs à Michael Jackson, tu vois, il se voit un peu comme ça, comme un, genre le roi du rap, Michael Jackson, roi de la pop, quoi. Et, genre, ce son-là, je trouve, tu n'as pas besoin, genre, ça dépasse presque le rap en lui-même, tu vois, il a cette force-là, en fait. Et c'est pour ça que moi, je l'ai mis en top 1, genre, il a une vraie, je trouve le son vraiment puissant, quoi, genre, que ce soit dans la construction musicale, dans prod d'Icaz encore, genre, c'est vraiment, genre, évident que c'est il a rarement été aussi bon dans son delivery ouais, exactement. à Théabac sur ce son-là. Ouais, il a une interprétation de fou, genre pour moi il est exceptionnel à tout point de niveau, et puis ça rejoint ce qu'on disait sur Vision et sur d'autres sons, c'est genre cette espèce d'alchimie totale entre l'instru et son flow, ce qu'il raconte, et genre le son en l'entendant, il y a un truc de genre rétro-futuriste, tu voyages, tu vois, il y a plein. Enfin, ce son est vraiment exceptionnel. Mais je pense que, ouais, pour le coup, si on met Vision et Rock With You aussi haut, je pense c'est énormément grâce au taf d'Icaz. Ouais, c'est sûr. Enfin, ouais, comme tu disais, je pense meilleur. Ouais, c'est dur de dire meilleur producteur français, mais tu vois, genre ouais. Je trouve sur le run quand même. C'est 2018, hein, c'est quand même quelques temps, tu vois. Ouais. Je pense que je l'écoute tout le temps, genre tu peux le mettre tout le temps Rock With You. Mais moi je me rappelle quand il le sort, tu vois. Oh oui, t'avais encore l'espoir d'ultraviolet, mais déjà tu commençais à te dire bon, il y a peu de chances que ça sorte, quoi, genre. Ouais, mais on prend. On verra pas de notre vivant, quoi. C'est ça. On prend nos plaisirs. Ouais, mais ouais, non, bête de son. Petit rappel du coup, le top final, c'est 1 Rock With You, 2 Vision, 3 Harajuku, 4 On est sur les nerfs, 5 Solaire, 6 Diamant et Cigario, 7 Louis XIV, 8 Drop Top, 9 Journée, 10 Moonwalk. Est-ce qu'il n'y a pas des sons, tu vois, peut-être pour finir, genre qui te manquent, toi? Ouais, mec, évidemment qu'il y en a. T'aurais voulu qu'il soit présent Bah, toi et moi, je pense un peu mention spéciale. On avait, tu as vu qu'on a fait on a fait cette méthodologie pour essayer d'avoir un truc commun. Moi, je sais qu'il y a des sons, tu vois, que j'adore, qui n'ont pas été forcément présents, mais toi encore plus, tu vois. Enfin, je pense, je sais pas, Amidala. Ouais. Amidala, moi, c'est un son que j'adore. Ah, mais c'est un son de malade, genre. En plus, on n'a pas mis de son du projet de Lorraine Music. Moi, j'avais 2014 à l'infini, genre, ouais. Ce son, il est vraiment fou, quoi. Il y a quelque chose qui représente bien sa musique, là-dedans. Et, un truc aussi qui est presque pas présent dans le top définitif, là. C'est, tous les feats qu'il a fait. Genre, je pense il y en a plein des feats qui sont mémorables, dans sa carrière. Il y a genre le Scorpion, avec Mike Tyler, Niro. Mais celui-là est vraiment, et en plus, ce son-là, pour le coup, il est vraiment ressorti de ouf ces dernières années. Ouais. Et t'as beaucoup de gens qui en parlent un peu et qui le ressortent, tu vois, sur Twitter, t'as des extraits, machin. Ouais, ça c'est resté. Genre, il y a aussi, d'autres trucs un peu moins qui ont peut-être moins marqué, mais qui ont été aussi forts, c'est Rari, moi qui m'avait pas mal marqué, genre, parce que je suis fan d'Amza aussi, quoi. Mais Rari, tu vois, mais je comprends, bon. On en parlait l'autre jour, mais Rari, je
trouve que c'est un son qui met quand même plus en valeur Hamza. Moi, j'adore ce son, mais je trouve que, c'est vrai. je trouve que, tu vois, sur le feat, c'est Hamza qui prend un peu la lumière. Ouais. Il y avait aussi Tross, Midsizer, énorme. Eno, Énorme. Enfin, il y a pas mal de feats comme ça, genre Loupé aussi, avec toute la bande de bons gamins Ouais. qui ont marqué une époque. Il y a plein de choses qu'on n'a pas pu aborder. Il était vraiment dans tous les bons trucs. Ouais, genre, après, c'est quelqu'un qui a aussi toujours été un peu dans ce qu'on pourrait appeler de hype générale, genre de les futures stars du rap. Tu sais, c'est un peu presque une génération gâtée, je sais pas. S'il n'y avait pas le streaming quand ils ont commencé à sortir, ils ont peut-être raté le train ou je sais pas. Je pense qu'ils auraient vraiment pu capter je pense qu'il y avait un public qui était potentiellement réceptif à ça et qui a pas de toute façon, on en revient à comment les gens écoutent la musique aussi. C'est un truc dont on parlait tout à l'heure avant d'enregistrer. Il y a énormément de gens qui écoutent la musique, ce que tu disais, par réception. Ouais. Et que par réception. Et si ça arrive pas à tes oreilles, exactement. Tu l'as jamais, quoi. Genre réception dans le sens de ils la reçoivent, c'est pas quelque chose qu'ils vont chercher. Carrément, ouais. Et du coup, c'est vrai que je pense que ça. Mais bon, de toute manière, l'histoire donne toujours raison, tu vois, entre guillemets, parce que tu vois, en fait, rien qu'avec la postérité que Joke a pu avoir et un peu entre guillemets tous ses enfants illégitimes, tu vois, c'est pas de la musique qui est tombée dans les oubliettes et qui tombera pas dans les oubliettes de sitôt, tu vois. C'est un mec qui a une vraie influence énorme sur plein de mecs d'une certaine génération, tu vois, je pense qui a remis des gens dans le rap français et quand même mis tout court des gens dans le rap français, qui n'en écoutaient pas du tout et qui se sont mis à écouter avec Joke. Lui, ouais. Et t'as un parallèle, je crois que je sais plus c'était sur quelle émission, une émission avec Mehdi Maizi à l'époque où il faisait un peu un duel Nekfeu versus Joke. Ouais. Et je trouve que ce duel est ultra pertinent parce ce qu'il disait, je crois, un peu la conclusion, c'était en gros dans le rap français, en tout cas à l'époque où ils avaient enregistré ça, t'as les enfants de Joke et les enfants de Nekfeu. Aujourd'hui? Pas aujourd'hui du coup parce qu'on est en 2024, mais je sais plus quand c'est sorti ce truc-là. Juste après qu'ils sortent leur première, après il y a quelques. Du coup, ceux qui sont là maintenant présents, moi je suis pas sûr de ça. Je suis pas exactement sûr de ça, mais il y a de façon relancer sur repartir sur son influence, je pense en tout cas, je trouve que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Moi j'aime bien cette comparaison quand même parce que t'as ces deux mecs qui ont eu énormément d'influence sur ce qui s'est passé après dans le rap français. C'est certain. Mais d'ailleurs dans les années dans les années 2010, je pense que c'est peut-être les deux mecs que tu peux faire ressortir comme les gens qui ont eu le plus, qui ont pas eu forcément la. Ouais, tu mettrais peut-être Hamza là-dedans, genre. Ouais, mais tu vois, Hamza c'est déjà un peu entre guillemets un enfant de Joke, tu vois. Ouais, mais Hamza, c'est en même sûr, temps. Je suis prêt à mettre ma main à couper qui s'est prit Joke. Oui, il y a aucun doute. Il s'est pris Joke quand même tant que Doc genre. Je pense que Joke il s'est dit il y a quelque chose de possible à faire dans le rap. Mais c'est certain. Joke, il a ouvert des portes. Il a permis justement, ce qu'on disait tout à l'heure. Il décloisonne un peu. Ce truc un peu hors sol que tu pouvais avoir dans le rap américain. Dans le rap français, c'était moins présent. T'avais un côté où tu devais être un peu légitime pour rapper. Et les mecs qui étaient entre guillemets pas légitimes, ils se légitimaient d'une autre manière. Tu vois, je sais pas, je peux penser à un mec comme Orelsan qui de base était pas légitime, mais en fait il jouait tellement le côté je suis pas légitime que du coup ça le rendait un peu légitime. Alors que Joke il en avait rien à foutre. Joke il s'en battait les couilles. Il était là, il se positionnait de base comme un mec la légitimité ça n'existait pas en fait, ça n'avait pas lieu d'être. Il s'est pas posé cette question-là, ouais. Et je trouve que ça a une influence énorme. Et je trouve que maintenant, la façon dont on écoute la musique et le rap français, je trouve que c'est il y a beaucoup de choses qui viennent de lui en grande partie, pas en grande partie, mais en partie grâce à Joke et grâce aux portes qu'il a pu ouvrir. Ah, je suis assez d'accord. Mais peut-être pour finir, je sais pas, t'as des attentes sur l'avenir entre guillemets? J'ai jamais eu d'attente sur. Et moi j'en ai toujours eu justement. Genre. Mais aujourd'hui c'est un peu fini. En fait, t'en as tellement eu marre d'avoir des attentes avec lui que. Et surtout qu'en plus, qu'est-ce que tu veux attendre? Il y a la personnalité aussi qui rentre en jeu où tu peux être saoulé par la personne, par ce qu'il est, ce qu'il raconte et tout. Mais musicalement, je pense que j'ai un peu le même avis que toi où
J'attends qu'il balance de la bonne musique. Puis Exactement. On verra, Et en plus, je trouve il a mis La un vie peu- en VO, ça a été cette réussite-là, en Ouais, fait. de fou. Il a mis un peu le coup final, tu vois, en mode La vie en anglais, c'est un album qu'on n'attendait pas et Ouais. qu'on voulait pas spécialement. Et on en est battait que très ce sorte. satisfait et c'est un Et putain d'album. tu vois bien la réception que nous deux on a eu sur de cet album-là. Et je pense qu'il va rester, hein. Il ressortira, c'est sûr. Après, est-ce qu'il va rester? Genre, est-ce que les gens vont continuer à l'écouter? Est-ce que Je les gens pense vont quelque chose de s'inspirer, marquant, etc. Je suis en pas vrai, sûr, mais Je sais pas, à voir. c'est marquant, sûr et certain. Influent, je suis pas sûr. Mais à la limite, on s'en fout. Ok. Bon. C'était top son d'Ateya Badge / Joke. Faudrait compter le nombre de fois on a dit Joke et le nombre de fois on a dit Ateyaba. Ateyaba. Est-ce que c'est Ateyaba ou Joke? Je suis sûr que c'est équivalent. Ouais. Tu préfères Joke ou Ateyaba? D'instinct, je dis plutôt Joke. Moi, je dis Ateyaba. Mais parce que si t'as le biais de forcément quand tu prends le mec. Ouais. Moi, je dis Ateyaba parce que Ateyaba, c'est tout ultraviolet. Qui n'existe pas. Qui existe dans nos têtes, qui est sûrement un des meilleurs albums de tous les temps du rap français. Mais d'ailleurs, en fait, quasiment tous les sons qui étaient censés être sur l'album, tu les écoutes Ils maintenant. sont monstrueux, Et quand tu refais la tracklist, la soi-disant tracklist, qui avait fuité, je crois, sur le truc d'Amazon. Ouais, c'est ça. Mais ça reste ça. L'album va rester comme une espèce de légende urbaine. Ouais, c'est peut-être très bien comme ça. C'est parfait.